Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence, et de ceux qui voudront nous rejoindront en cours. Ça va, c'est pas trop fort le son? Parfait, super. Merci d'être là. Moi je suis devant vous pour vous présenter le bâtiment passif comme solution pour optimiser les besoins en consommation énergétique des bâtiments face à la crise climatique et à ses enjeux. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui d'entre vous connaît déjà un peu ou beaucoup le bâtiment passif. Oui, à peu près la moitié. Ceux qui connaissent pas, je vais essayer de vous expliquer aussi. Et pour ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, il est déjà plus de midi, donc je crois qu'on n'est pas en avance, non. Donc je vous propose... Bon, c'est jamais le mieux, les open space, pour donner des conférences, mais on m'a pas trop laissé le choix. Donc je vous propose de garder vos questions pour la fin, si c'est pas des questions forcément de compréhension. Après, n'hésitez vraiment pas, si vous comprenez pas du tout quelque chose, quand même à intervenir, ok ? L'objectif, c'est que je vais vous faire interagir, je vais vous poser des questions. L'idée, c'est aussi un peu de débunker les a priori qu'on a ou qu'on n'a pas sur le bâtiment passif. Donc on y va. De toute façon, l'idée, c'est que vous puissiez interagir et qu'on... Comme ça, je parle pas tout seul, même si j'ai ce qu'il faut pour pouvoir parler. Donc, moi, je me présente, Victor Hop. Je suis responsable technique de l'association La Maison du Passif. Nous, on est basé en région parisienne, mais on rayonne vraiment sur toute la France. Je vais vous expliquer après ce que fait notre association. Pour cette conférence, je vous propose de la découper en 4 parties. Donc, on va commencer par les a priori. Si je vous explique d'abord exactement comment ça marche, et les a priori, vous les aurez peut-être moins, donc ça moins intéressant. C'est moins intéressant. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le standard passif. Moi, c'est un standard que je pratique en tant que certificateur de bâtiment passif depuis 8 ans, donc je le connais bien. Et on pourra parler de si vous avez des questions particulières, on pourra en parler aussi. Moi, ça m'amuse toujours, donc on me pose des questions en direct, même si j'ai pas préparé, donc n'hésitez vraiment pas. On va parler un peu du label et du coût global, puisque évidemment dans un bâtiment passif l'objectif c'est d'optimiser les consommations énergétiques, donc ça a toujours du sens de travailler en coût global. Et ensuite de vous montrer quelques initiatives et quelques sources d'inspiration notamment de collectivités territoriales qui ont axé leur politique de développement ou de rénovation ou de construction sur le bâtiment passif. Donc on y va. Donc je commence quand même par l'introduction. On est une association LOM 1901, on existe depuis près de 20 ans. On a 200 membres dans toute la France. Vous pouvez les retrouver sur notre site lamaisondupassif.fr. On a un annuaire de professionnels. C'est l'une de nos vocations de référencer les professionnels et de pouvoir mettre en relation tous les professionnels qui sont impliqués dans ce secteur. On a un conseil d'administration qui est composé de 9 professionnels du bâtiment, que ce soit des constructeurs, des architectes, des personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales. C'est vraiment, on a un panel assez diversifié de professionnels. On est 5 salariés, donc on est un tout petit. Et on est en partenariat pour différentes activités avec le créateur du label passif, qui est le Passivhaus Institute, qui est basé à Darmstadt en Allemagne. Vous avez le petit logo ici. Donc nos missions, c'est de fédérer la communauté passive. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on référence sur toute la France tous les membres professionnels qui adhèrent à notre association. On aide aussi les particuliers et les professionnels du bâtiment à s'engager dans une démarche passive en leur expliquant comment ça fonctionne et en leur expliquant les tenants aboutissants et les manières qui ont porté leurs fruits pour sélectionner les professionnels pour un projet passif. Donc on forme aussi les professionnels, on leur fait passer aussi l'examen de conception de bâtiments passifs, dont je vous parlerai un petit peu après. On garantit la rigueur et l'efficacité des bâtiments et de la conception et de l'exécution du bâtiment au travers ou via le label bâtiment passif et ses labels connexes donc par exemple le label Enerfit, celui qui correspond à la rénovation énergétique.
Enfin, on est aussi là pour informer, pour communiquer. C'est aussi la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Notre objectif, c'est de faire parler du bâtiment passif, qui est pour l'instant est vraiment encore un secteur de niche. Donc notre vocation, c'est d'accompagner le développement de construction et de rénovation passive de qualité. On insiste bien sur le sujet rénovation. Il y a beaucoup moins de rénovation que de bâtiments neufs en passif, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup plus de bâtiments à rénover que de bâtiments à construire en France. On sait qu'on renouvelle que 1% du parc par an. Là, on est toujours intéressé d'accompagner des projets de rénovation. Je vais vous en montrer quelques-uns par la suite. On pourra en parler. Alors, on va commencer par le petit quiz. Donc, les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que vous connaissez déjà le bâtiment passif ou pas trop? Oui, non. Bon. Ça, le jeu est gratuit, donc voilà, vous pouvez jouer quand même si vous ne connaissez pas. J'ai mon a priori numéro 1, on ne peut pas ouvrir les fenêtres en bâtiment passif. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les fenêtres en bâtiment passif? Oui, non, peut-être. Faut que vous répondiez, sinon j'avance pas. Hein. Oui, on a le droit. Bon, c'est très bien. C'est bien déjà, parce que vraiment, il y a des gens qui pensent que c'est interdit, parce que comme on a une ventilation double flux qui assure le renouvellement d'air, on n'a pas besoin d'aérer. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'aérer qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la fenêtre, évidemment. Le 2, le label est uniquement adapté au climat allemand. Bon, vous doutez bien que si je suis devant vous, c'est pas pour rien. Cependant, moi, on me dit souvent, donc évidemment c'est faux, on me dit souvent c'est plus adapté au climat du nord de la France. Bon, là on est plutôt dans le sud. Vous en pensez quoi? Ça marche aussi dans le sud de la France ou pas? Oui, il y a pas mal de... Le label est très développé en Espagne. A priori, si ça marche en Espagne, ça marche ici. Donc voilà l'implantation des bâtiments passifs certifiés dans le monde. Vous en avez même au Brésil, vous en avez même en Arabie Saoudite. Bon, il y en a moins, c'est quand même très concentré sur l'Europe, mais vous voyez que c'est pas uniquement concentré sur le nord de l'Europe. Ensuite, on ne sait pas faire de bâtiments passifs sans VMC double flux. Ça marche, ça ou pas? Vous en pensez quoi? Il y a pas de, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, hein, vraiment. On peut ou pas? Oui? Allez, argumentez un petit peu, oui? La ventilation naturelle ou la ventilation simple flux, ça marche ou pas? Alors, en bâtiment passif, en France, on ne sait pas faire. Hein. En France. Alors, c'est faux, mais c'est faux en France. Pour obtenir le niveau de besoin de chauffage d'un bâtiment passif, donc qui est à 15 kWh par mètre carré par an, sans la récupération de chaleur qui se fait sur l'air extrait avec une double flux, en France, on ne sait pas faire. Mais il y a d'autres pays avec des climats plus cléments, comme par exemple... à Mexico, il y a un projet qui est certifié passif avec une simple flux. Mexico, c'est une ville où la température est beaucoup plus stable qu'ici en France, en tout cas en France métropolitaine. Donc on sait faire dans d'autres climats plus cléments, mais pas en France. Ensuite, le triple vitrage est obligatoire pour faire du bâtiment passif. Oui, non? Virage. Mais c'est vitrage que j'ai voulu. Merci, je vais corriger. Merci. Mais non, on parle pas de course automobile. Là, je dérape, sinon. Donc, est-ce que le triple vitrage est obligatoire pour faire du bâtiment passif? Non? J'ai pas entendu. Alors, le double vitrage avec un gaz, oui, mais le triple vitrage, il y a souvent un gaz à l'intérieur aussi. Alors, oui, on a le droit de faire ça. Après, il y a effectivement, donc c'est faux, le triple vitrage n'est pas obligatoire, mais du coup, ça amène à se demander pourquoi, très souvent, quand on fait du passif, on met plutôt du triple vitrage. C'est parce que, tout simplement, il est moins déperditif que le double. Hein, il est à peu près 2 fois moins déperditif qu'un double vitrage, puisque c'est la couche d'air ou de gaz qui isole. Donc, dans un double vitrage, vous avez une couche de gaz ou de gaz isolant. Dans un triple, vous en avez 2. Le vitrage en soi n'est pas isolant, c'est vraiment la couche de gaz qui isole. Et donc vous avez moins de déperdition quand vous avez du triple vitrage. Vous avez un tout petit peu moins d'apport, donc un tout petit peu moins de rayonnement solaire qui rentre, mais l'un dans l'autre, on est en général gagnant sur du triple. Après, effectivement, ça peut générer un surcoût.
et ça pèse plus lourd, donc c'est aussi des choses à pondérer. Mais on sait faire aussi avec du double vitrage. Ensuite, alors le passif, c'est la surchauffe garantie en été. Étant donné, on isole pour l'hiver, du coup, en été, on crève de chaud. Vous en pensez quoi? J'entends pas. En fait, quand on isole contre le chaud, on isole aussi contre le froid. Après, ce qui est vrai, c'est que ça demande des adaptations, puisque en bâtiment passif, on va adapter le bâtiment pour qu'il y ait beaucoup d'ouvertures, notamment au sud. Et évidemment que ces ouvertures-là, elles permettent de capter l'énergie solaire. Si on continue à la capter en été, effectivement, on est dans un four. Donc, on met quoi pour se protéger, du coup? Des brises soleil orientables, des volets, des protections solaires. Des casquettes, ça marche aussi. Et on peut faire un mélange de tout ça. Mais non, effectivement, ce n'est pas la surchauffe garantie. Alors, un bâtiment passif, c'est un bâtiment sans chauffage. Monsieur dit ça peut. D'autres avis? Il en faut tout le temps un. Monsieur dit, quelqu'un d'autre a une réponse argumentée? Ça m'intéresse, hein, allez-y. Faut parler fort parce que j'entends pas sinon. Vous êtes d'accord avec le monsieur qui dit qu'il en faut tout le temps un? D'accord. Quelqu'un d'autre a un avis? Allez-y. Vous avez travaillé sur un projet où il n'y avait pas de chauffage, mais il y a quand même des convecteurs électriques. Je répète parce que sinon c'est pas enregistré. Non, psychologiquement, s'il n'y a pas de chauffage, les gens avaient froid. Ok. Oui, je suis désolé, moi je m'amuse avec le public et du coup, c'est pas enregistré. Eh bien, en effet, c'est plutôt faux. C'est très rare de ne pas du tout avoir besoin de chauffage dans un bâtiment passif. Même si, quand on conçoit un bâtiment passif, en général, donc on met toujours... À votre avis, on le met où, le chauffage, dans un bâtiment de logement? On va le mettre où? Alors, monsieur dit au sol, mais c'est pas ça que je vais vous le dire dans quelle pièce. Parce que vous le mettez où vous voulez. Salon, salle de bain. Ok. Salon, pourquoi? Parce que ça rayonne partout. Non. Alors, c'est la pièce principale, mais pour moi, c'est pas ça que je voulais entendre. Mais vous avez raison. C'est parce que c'est surtout parce que c'est la pièce qui en général est la plus déperditive. C'est la pièce où il y a les ouvertures les plus grandes. Et qui dit ouverture les plus grandes dit plus de déperdition thermique, hein, puisque même un triple vitrage, c'est toujours 5 fois plus déperditif qu'un mur de bâtiment passif. Ok? Donc, et j'en profite du coup. À votre avis, c'est quoi le climat qui est le plus... où on a le plus besoin d'allumer le chauffage en bâtiment passif? Quel type de climat? Je parle pas de sud-nord, je parle ensoleillé, nuageux. Non, pas vraiment. Alors humide, oui, ça peut. C'est en fait le climat le plus préjudiciable, on peut dire, en bâtiment passif, c'est, ou en tout cas celui pour lequel on va avoir besoin d'allumer le chauffage, ça va être quand vous avez moins d'apport solaire, donc s'il fait gris pendant, admettons, 2 semaines. Admettons, bon, j'espère qu'à Toulouse ça arrive pas souvent, je connais pas assez bien le climat de Toulouse, mais admettons qu'il fasse gris pendant 2 semaines, dans votre bâtiment passif, vous avez pas, le chauffage est éteint, puisque le chauffage principal, la source de chauffage principale, ça va être les apports solaires qui rentrent par les fenêtres. Donc vous avez besoin de compenser ce manque par du chauffage. Donc effectivement, un bâtiment passif, la plupart du temps, il faut un appoint de chauffage, surtout pour ce genre de situation. On passe à la suivante. Alors un bâtiment passif, c'est impossible avec du process. Quand je dis process, je dis, je sais pas moi, usine de pâtes, piscine, j'en sais rien, spa, cuisine. Vous en pensez quoi? C'est possible? Impossible? D'accord. Monsieur dit c'est impossible. Quelqu'un d'autre? Très compliqué. J'aime bien les réponses nuancées. Monsieur? Possible si derrière on a récupération de chaleur. Ça, j'aime bien cette réponse. Ça dépend du process. Vous avez aussi raison. Allez-y. Ça va dépendre des process. Merci de jouer le jeu, en tout cas moi ça m'amuse beaucoup de jouer à ça, et je vais vous montrer des exemples du coup qui sont très peu connus aujourd'hui en fait, donc c'est plutôt faux parce qu'il y a quand même des exceptions.
Alors, bon, la photo est moche, mais ça, c'est un supermarché passif. Ça veut dire que le supermarché passif, ils ont, dans le calcul de la consommation totale du bâtiment, ils ont mis les frigos, l'éclairage, tout ça. Donc, c'est possible d'optimiser une surface commerciale pour la transformer en passif. Ça, c'est un hôtel 5 étoiles à Val Thorens dans les Alpes. Ça, c'est un musée. Ça, c'est une caserne de pompiers. Il y en a quelques-unes qui sont en cours de conception, des casernes de pompiers en France en passif. Ça, c'est un crématorium. Et celui-là, il est situé près de Rouen. Ça, c'est un centre de dialyse. Alors, pour la petite histoire, les centres de dialyse, les machines de dialyse produisent énormément de chaleur. Dû au process de traitement. Une dialyse, ça dure à peu près 5 heures de traitement médical et ça nécessite énormément d'eau chaude. Et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Donc en fait, ce bâtiment-là, on le chauffe presque pas. Là, je pense qu'il chauffe vraiment jamais. Par contre, ils ont des fois besoin de climatiser tellement le process dégage de la chaleur. Donc cette chaleur-là, elle est conservée par l'enveloppe qui est passive. On est beaucoup plus, on chauffe beaucoup moins que si c'était un bureau passif classique. On a fini la partie des a priori sur le passif. Je commence le dur. Donc un bâtiment passif, qu'est-ce que c'est ? Un bâtiment passif, c'est une méthode de conception de bâtiment qui est basée sur des connaissances scientifiques solides. Donc je crois qu'il y aura un replay après, donc vous pourrez... cette image-là, si elle vous plaît, elle est en téléchargement libre sur notre site web, lamaisondupassif.fr, donc n'hésitez pas à en user et en abuser, c'est fait pour. Donc sur ces bases scientifiques solides, on a une isolation efficace et continue sans pont thermique, donc vous avez là l'enveloppe qui est en beige, quel que soit le type d'isolant, vous avez... Ah, ok, je vais faire à l'arsène, sans la guitare électrique. Ensuite, vous avez une conception bioclimatique du bâtiment. Donc, on favorise l'orientation des fenêtres, donc les ouvertures généreuses au sud. On essaie d'éviter au nord. Sur les orientations est-ouest, on essaie de tempérer pour pas en avoir trop, parce que c'est en général les orientations qui vont susciter plus de surchauffe. Et c'est les orientations sur lesquelles les casquettes ne fonctionnent pas en raison du trajet de la course du soleil. L'isolation efficace, on l'a fait sans pont thermique aussi, c'est ce qui est entouré en bleu. On optimise vraiment, on fait en sorte que la couche isolante, en plus d'être ambitieuse, elle soit vraiment continue. Donc c'est vraiment un travail, c'est de détail. On va beaucoup plus loin que pour les bâtiments neufs, même réglementaires. Ensuite, on a des ouvrants performants, j'en ai déjà parlé, double ou triple vitrage, selon aussi le climat et selon ce qui est possible. On a une étanchéité à l'air irréprochable, ça c'est très important. L'étanchéité à l'air, c'est la ligne rouge que vous constatez qu'elle fait vraiment tout le tour de la coupe de la maison. Il n'y a pas d'interruption sur cette couche étanche à l'air. Et ça permet... d'une part de protéger les matériaux, vous n'avez pas d'humidité intérieure qui va pouvoir rentrer dans l'isolant, qui va pouvoir éventuellement condenser et donc endommager les isolants. Et d'autre part, le fait que cette enveloppe soit complètement hermétique, on fait un test d'étanchéité à l'air pour pouvoir optimiser cette enveloppe d'ailleurs pour détecter les fuites. Cette enveloppe est hermétique pour que la double flux, donc cet organe-là, de la ventilation double flux, puisse jouer son rôle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert une ventilation double flux ? Allez-y. Réchauffer l'air entrant avec l'air sortant. Tout à fait. Tout à fait. Vous confirmez ? Récupérer les calories sur l'extrait, c'est excellent. Mais oui, vous connaissez déjà, c'est parfait. Parce que c'est vrai qu'en France, à part en tertiaire, on utilise quand même très très peu la double flux encore aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas une part de marché très importante par rapport à ce qu'on vend en simple flux. Donc, à votre avis, quel est l'intérêt de l'étanchéité à l'air par rapport à la ventilation double flux ?
Et on maîtrise où passe exactement, on ne parasite pas du tout la récupération de calories qui se fait dans l'échangeur entre le flux d'air entrant et le flux d'air sortant. On maîtrise tout. Donc il n'y a pas de fuite parasite, il n'y a pas l'air ne rentre jamais à la température extérieure, sauf quand on choisit de le faire. C'est que c'est bon pour vous ? Parfait, super, je continue alors. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on a rajouté ces dernières années, la méthode de conception passive. On fait une simulation aussi avec un outil de calcul du réchauffement climatique à plus 3, plus 4 degrés l'été. Pour qu'on puisse analyser et anticiper les conséquences du réchauffement climatique, surtout l'été, sur la surchauffe des bâtiments. Alors, j'ai aussi quelques petites slides sur le coût global pour vous montrer un exemple. Ici, on a un bâtiment de bureau du promoteur Nakara qui est situé en Bretagne. Et j'aimerais bien vous parler un peu de coût global. Là, vous avez un calcul qui a été fait sur 5 ans entre la version RE 2020, donc la version obligatoire aujourd'hui, et la version passive. En faisant un calcul sur 5 ans avec un taux d'inflation de l'énergie qui est quand même pris à plus de 10%. Après, avec ce qu'on a vécu avec la guerre en Ukraine, c'est quelque chose on sait que ça peut arriver, même si c'est beaucoup. On se rend compte avec ces données d'entrée, évidemment ce sont des données qui sont spéculatives puisqu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé dans le futur avec l'inflation notamment pour l'énergie. On peut calculer le surcoût d'investissement. Donc vous voyez qu'ici il y a quand même plus d'investissement. Vous avez la même échelle de coût de projet en euros. Vous avez un peu plus d'investissement sur la version passive, mais en fait vous y retrouvez avec un coût de l'énergie, des dépenses énergétiques qui sont nettement moindres. Donc vous avez des bureaux d'études qui font ce genre de calcul et c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai mes contacts à la fin si vous souhaitez après approfondir ce genre de sujet. Moi je ne suis pas économiste de la construction, ce n'est pas mon projet, mais on est en contact avec des gens qui savent montrer et faire ces calculs-là sur des durées intéressantes et sur lesquelles ça peut être intéressant d'investir un peu plus au début. Allez-y. Alors, je crois que c'était 2000. Non, pardon, 5200 mètres carrés. Pardon ? Bah, je me suis trompé, effectivement. 59, c'est à Lille, effectivement, c'est pas en Bretagne. C'est vrai. Merci. Oui. Oui. Alors c'est marqué ça date de juin 2023. C'est pas moi qui ai fait les calculs, donc je peux pas. Ok. C'est des données qu'on m'a fournies d'un bureau d'études que je connais. Après, on peut en dire. Allez-y, parce qu'on. Oui. J'ai pas entendu, pardon. Alors je ne sais pas. Je peux poser la question quelle durée de vie du bâtiment était pris pour le calcul, mais le calcul était fait sur 5 ans. Okay. Mais je ne sais, mais je connais pas. J'imagine qu'en général, on prend une durée de vie de bâtiment de 50 ans en standard, mais c'est pas moi qui fais le calcul, donc je maîtrise pas toutes les données d'entrée. Ok. Mais après, je peux vous mettre en relation avec la personne qui a fait le calcul, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Donc c'était juste un petit aperçu. Moi, je ne suis pas économiste, mais ça me paraît intéressant quand on parle d'économie d'énergie, de penser en coût global. C'était plus pour vous sensibiliser à cette problématique-là. Je voulais aborder avec vous les caractéristiques générales du label. Donc c'est un label qui a plus de 30 ans, qui a été créé en Allemagne, mais qui aujourd'hui est appliqué à tous les climats du monde, même des climats tropicaux. Il a peu de limites, je vous l'ai montré avant. On sait faire des gymnases, des logements collectifs, des logements sociaux, des bureaux, des écoles, des restaurants, des hôpitaux, des piscines, des patinoires. Donc il y a bientôt une piscine dans le nord de la France qui va être construite en passif. Ce sera la première en France. Des patinoires, des crématoriums. On n'a pas vraiment de limites. La seule limite, c'est les seuls trucs qu'on ne sait pas labelliser, c'est quand il y a trop d'extraction. Quand il y a beaucoup d'extraction, comme par exemple, j'ai l'exemple
CFA automobile où ils faisaient de la peinture automobile. Donc la peinture, forcément, mettre une double flux dessus, ça va boucher l'échangeur, c'est pas une bonne idée. Du coup, ça, on n'a pas pu le labelliser, mais c'est vraiment des exceptions très 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 ponctuelles qui sont liées à de grands volumes d'extraction. Donc c'est un label exclusivement focalisé sur les consommations et productions énergétiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul de l'énergie grise, du carbone stocké dans les matériaux sur ce label-là, ce qui fait un label qui est très complémentaire avec la RE 2020, qui, elle, considère tout ce qui est impact carbone. C'est une méthode de conception issue d'une approche scientifique qui est basée sur des normes européennes. Donc nous, on utilise pour ça un outil basé sur les normes européennes qui s'appelle le PHPP. Et c'est très différent de la RE 2020, c'est pas une boîte noire, on peut aller voir toutes les formules de manière tout est accessible, tout est transparent quand on s'intéresse à l'origine des calculs. Il est compatible avec les monuments historiques. Là, je vous ai mis en photo, même si elle est un peu pixelisée, la rénovation d'un monument historique classé en passif qui a été rénové en boîte dans la boîte. Il a même obtenu le label bâtiment passif neuf tellement c'était optimisé. Donc c'est possible. Vous avez deux critères différents. Il y a des critères en neuf et en rénovation, parce qu'en rénovation, évidemment, on ne peut pas en général soulever le bâtiment pour isoler en dessous, donc vous avez toujours des ponts thermiques qui vont venir vous embêter. Vous avez une étanchéité à l'air en rénovation qui est un petit peu plus difficile à obtenir qu'en neuf. C'est aussi pour ça qu'on a un critère différent pour le neuf et pour la rénovation sur l'étanchéité à l'air. On a toujours la même fréquence de surchauffe calculée sur l'année qui doit être inférieure à 10%, en prenant comme référence 25 degrés à l'intérieur, ce qui est quand même assez faible en été. Donc il faut retenir que le besoin de chauffage en neuf, il est limité à 15 kWh par mètre carré par an, ce qui optimise le bâtiment sans pour autant devoir se passer de chauffage, mais ça optimise le bâtiment et en général c'est aussi fait, en général ça permet de pouvoir chauffer tout ou en partie le bâtiment sur l'air soufflé de la ventilation double flux. Donc ça permet souvent d'économiser une grosse installation de chauffage. Parce que quand vous avez un appoint, vous n'avez pas une grosse installation de chauffage comme dans la plupart des bâtiments, même neufs. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Allez-y. Attendez, comme ça c'est enregistré. Désolé. Je voulais juste comprendre la différence entre le label Enerfit et le vôtre, du coup. Alors l'autre, en neuf, alors celui... En fait, le label Enerfit, c'est le label pour la rénovation énergétique. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus souple. C'est pour ça que vous avez un besoin de chauffage alors, qui est modulé selon la rigueur du climat, entre 15 et 30 kWh par mètre carré par an. Et l'étanchéité à l'air qui est un petit peu plus souple aussi. On est à 1 volumeur en N50 au lieu de 0,6. C'est parce que c'est pour tenir compte du fait que rénover un bâtiment en passif, c'est quand même plus compliqué que d'en créer un de toute pièce, d'en construire. Okay, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une diversité de labels. Après, si votre bâtiment est tellement bien rénové qu'il peut obtenir le label passif neuf, on y va. Mais c'est pas toujours possible. Okay, c'est bon ? Ouais. Parfait. Allez-y, il y a une autre question là-bas. Je regarde quand même un peu le temps parce qu'on a que jusqu'à 13h. Allez-y. Peut-être un peu trop spécifique, mais je vois fréquence de surchauffe avec les montées de température prévues. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions dans le bâtiment passif pour changer les seuils de fréquence de surchauffe ou... Non, mais la fréquence de surchauffe inférieure à 10%, c'est sur les données climatiques actuelles. Enfin, actuelles, qui en fait reflètent le passé, puisque c'est des données climatiques, ce ne sont pas des données spéculatives. Les données climatiques utilisées en France aujourd'hui, c'est les données météonormes qui viennent d'être mises à jour sur la période 2000-2019. Donc cette fréquence de surchauffe-là, en termes de critères de labellisation, c'est sur les données climatiques actuelles. Ensuite, nous on informe les clients quand on analyse une phase pro, on informe les clients du comportement du bâtiment à plus 3 et plus 4 degrés. Donc pour pouvoir anticiper le réchauffement climatique. Mais par contre, effectivement, le critère du bâtiment, le critère de labellisation, c'est sur les données climatiques actuelles. Voilà. Merci pour la précision.
Donc les avantages du bâtiment passif, c'est une technologie qui est robuste et qui est prouvée. C'est un label qui a presque pas bougé depuis 30 ans, contrairement aux réglementations thermiques successives qu'on voit passer. Le label assure un confort optimal de ses occupants. C'est des bâtiments qui sont sains et avec une excellente qualité de l'air intérieur. Pourquoi, à votre avis, il y a une excellente qualité de l'air intérieur ? Pardon ? Alors l'air est filtré parce que quoi ? Allez-y, il y a un micro là si vous n'êtes pas obligé. Hein. Pardon ? Alors l'étanchéité à l'air renforcée, alors c'est pas exactement ça, mais c'est le fait qu'il y ait effectivement de l'air qui soit renouvelé en permanence via la ventilation double flux. Donc l'air il est renouvelé en permanence et il est filtré. Donc il ne rentre pas directement depuis l'extérieur. Donc effectivement, il y a une excellente qualité de l'air intérieur. Sachant qu'il y a encore beaucoup de logements anciens donc qui datent d'avant 82 où il n'y a absolument aucune ventilation. Donc il y a à la fois des problèmes d'humidité, de moisissure, tout ça. Bon, évidemment, on n'a pas tout ça en passif. Donc c'est jusqu'à 50% plus performant que la RE2020 en besoin de chauffage. C'est jusqu'à 90% en consommation de chauffage. Donc c'est 50% plus performant en termes de consommation totale. Et 90% en termes de consommation de chauffage, ça c'est par rapport à de l'existant, donc non isolé. Donc ça représente vraiment un bouclier tarifaire énergétique. C'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de plus en plus de bailleurs sociaux qui s'intéressent aux bâtiments passifs. Évidemment que les personnes précaires, si elles ont moins de dépenses énergétiques, elles seront moins précaires puisqu'elles auront moins de dépenses. Et donc les bailleurs sociaux le font aussi parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins d'impayés de charges. Oui, et il y a aussi beaucoup moins de rotation. Il y a beaucoup moins de turnover chez les bailleurs sociaux qui font du passif, en tout cas dans leur bâtiment passif. Parce que on revient là, hein, on a un confort optimal qui fait que les locataires ont plus envie de rester. C'est un label compatible avec tous les modes constructifs, biosourcés inclus, mais pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on sait aussi faire du passif en béton polystyrène. Ensuite, le label passif, c'est vraiment une démarche qualité pour le maître d'ouvrage et c'est une reconnaissance de la qualité d'exécution du bâtiment, étant donné que pour obtenir ce label, il faut nécessairement plus aller dans le détail qu'une construction classique. Je veux bien que vous le disiez dans le micro, s'il vous plaît. Vous avez fait un comparatif avec le BBC, mais le BBC, il y a le BBC 2009, le 2021, le 2024, et c'est qu'en rénovation aujourd'hui. Il n'y a plus de BBC neuf depuis. Oui, le BBC, c'est le label qui a préfiguré la RT 2012, si je ne me trompe pas. Pour moi, c'est un comparatif. BBC, c'est à la hauteur de la RT 2012. Il y a le BBC RT 2012 qui n'existe plus du coup depuis. Mais j'entends que ça manque de précision. Le BBC, il y en a un encore actuellement en rénovation qui existe. Alors je pense que c'est l'ancien. Effectivement, il faudrait que je vérifie. Et l'ancien, il est vieux aussi. C'est pour ça. Oui, et en même temps, c'est un label ancien qui a aussi 30 ans. Donc, je noterai ça qu'il faudrait préciser de quel EVC il s'agit. Merci beaucoup. Je vous ai mis quelques réalisations passives en France pour montrer aussi la diversité de ce qu'on a déjà exécuté. Donc là, vous avez un centre d'hébergement qui en fait est un hôtel du Parlement européen, une plateforme handicap dans le 67, donc en Alsace, une maison individuelle. Vous avez le collège Samuel Paty dans le 94, donc en banlieue parisienne. Un siège social de bureau d'études aussi à Strasbourg. Et des logements, donc un bâtiment qui combine logement et bureau à Grenoble. C'est pour vous montrer que on a beaucoup associé le label passif à des maisons. Voilà, j'ai envie de vous montrer qu'on sait sortir de ça. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gros bâtiments qui sortent de terre, même si les maisons continuent. On a de plus en plus de diversité. Oui, allez-y. Il y a des bâtiments passifs ou pas ? Pardon, excusez-moi. Sur Toulouse, alors il y en a un, je sais qu'il y a un, je l'ai pas mis parce que c'est un bâtiment assez petit, mais oui, il y a un bâtiment à Toulouse. C'est un bâtiment de co-living, donc c'est un bâtiment collectif. Je crois qu'il y a
4, 5 ou 6 logements dans le bâtiment. Je peux vous le montrer après sur mon ordinateur si vous voulez. Mais oui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui. Allez-y. Normalement, oui. Est-ce que toutes les photos, tous les exemples sont sur Alors, votre site je pense que tous n'y sont pas, mais sur notre site, donc la maisondupassif.fr, vous allez retrouver un certain nombre de fiches de présentation de projet. Vous allez trouver aussi la base de données du Passive House Institute qui répertorie les projets. Et donc peut-être que ce ne seront pas ceux-là. Après, vous pourrez aussi trouver un certain nombre de petits reportages qu'ont fait mes collègues de la com dans différents bâtiments passifs, que ce soit du logement, du tertiaire, qui durent peut-être dizaines de minutes. Ça s'appelle à la rencontre du passif. On a pas mal de supports de communication différents. Je vous en parlais avant. Comment est-ce qu'on sélectionne des maîtres d'œuvre qui sont compétents et qui ont les compétences en tout cas théoriques pour faire du bâtiment passif? Il existe un examen qui s'appelle CEPH, donc ça veut dire Concepteur Européen Passive House. Et il y a une page web où on répertorie toutes les personnes qui ont passé cet examen ou qui ont renouvelé ces compétences. Donc ça aussi c'est sur notre site web. Ça c'est vraiment pour les compétences théoriques. Évidemment souvent c'est pas suffisant. C'est pas parce que je sais comment ça marche que j'ai forcément déjà pratiqué. Donc nous on recommande aussi pour mettre toutes les chances du côté du maître d'ouvrage que pour la maîtrise d'œuvre. Si ça vous intéresse, je peux vous en renvoyer ces détails-là par mail. N'hésitez pas ensuite à venir me voir à la fin. Il existe une base de données qui référence les bâtiments, tous les bâtiments qui ont été certifiés dans le monde. Donc, et notamment en France. Tous les petits points rouges, c'est les bâtiments passifs neufs. Ensuite, vous avez aussi en jaune et en bleu les bâtiments passifs rénovés et ceux qui sont un troisième type de label dont je ne parlerai pas là ici parce qu'on peut pas tout aborder. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 600 bâtiments qui sont référencés en France et quand vous cliquez sur la fiche de chaque projet, vous avez le bureau d'études thermiques, l'architecte et vous pouvez du coup vous amuser aussi à rechercher dans la barre de recherche un bureau d'études, un architecte et voir après sur combien de projets il a été référencé. C'est simplement un peu une carte d'identité de l'expérience des professionnels du bâtiment. Évidemment que ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ne vont pas y arriver, simplement ça vous donne une sécurité en plus. Je veux aussi vous parler très rapidement de la labellisation, même si c'est jamais un passage obligé. L'obtention du label bâtiment passif. Donc on accompagne aussi les maîtres d'ouvrage en phase concours quand ils nous le demandent pour la formulation des appels d'offres notamment. On leur recommande souvent de demander les compétences que je viens de vous citer, le fait qu'ils aient déjà eu de l'expérience en certification de bâtiment et le fait qu'ils aient les compétences théoriques. Ensuite, on mouline le projet vers la phase pro une fois que le bureau d'études a déjà fait sa conception et si c'est nécessaire, on peut leur recommander des modifications. Et ensuite, à la phase exé, on valide tout ce qui a été vraiment mis en place donc vraiment mis en œuvre sur le projet pour valider la certification. Alors voici l'aperçu de ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc on a un peu moins de 550 projets qui sont référencés sur la base de données dont je vous ai parlé avant. Ce qui au total fait plus de 400 000 m². Alors effectivement, c'est toujours un marché de niche, donc c'est pas non plus énorme par rapport à tout ce qui se fait. Comme je vous l'ai dit avant, il y a quand même 90%, c'est le label bâtiment passif neuf. Donc il y a vraiment assez peu de rénovation, même s'il y a de très gros bâtiments qui font 10-15 000 m² qui sont en cours de rénovation, dont le chantier est en cours. Donc ces chiffres-là vont bientôt bouger. Vous avez la courbe qui montre la progression des bâtiments tertiaires et des logements collectifs. Et on voit bien que donc, les maisons individuelles continuent de grimper, mais c'est plus du tout les seuls. Allez-y, si vous voulez peut-être prendre le micro, comme ça c'est enregistré. Pardon ? Alors, c'est ici, 548 du coup.
En fait, ça c'est le nombre de projets. Parce que des fois, vous avez un projet référencé où il va y avoir une trentaine de maisons. Donc, au total, c'est un petit peu plus de 600, je pense. Parce que c'est la quantité de projets qui sont référencés, mais souvent les projets sont référencés en groupe. Vous avez, on va faire une fiche de saisie pour une dizaine de maisons quand c'est un lotissement, par exemple. Donc c'est à peu près, l'ordre de grandeur, c'est 600, ça peut être un peu plus. Et voici un tour d'horizon du bâtiment passif dans le monde. Vous voyez que la quasi-totalité, ou la grande majorité des surfaces, donc sur 4 millions de mètres carrés, on a quand même plus de 3 millions de mètres carrés qui sont labellisés en Europe. Et donc il y a à peu près un peu plus d'un dixième qui viennent de France, donc on est quand même assez bien placé par rapport à ce sujet-là, mais l'Asie est vraiment rentrée dans le jeu on va dire, ces 10 dernières années. Et on a un tout petit peu en Amérique du Nord et dans la zone sud-Pacifique, mais c'est vraiment très anecdotique. Alors, je voulais aussi vous présenter, je regarde juste l'heure. C'est bon, on a encore quelques minutes. On arrive sur la fin et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, évidemment. Je voulais vous présenter quelques initiatives de collectivités territoriales. Notamment le conseil départemental du 94, donc du Val-de-Marne en région parisienne, qui rénove et qui construit tous ses collèges en passif. Moi, j'aimerais beaucoup avoir des données sur la qualité d'apprentissage dans un bâtiment passif par rapport à un bâtiment qui n'est même pas rénové, où il n'y a même pas de ventilation, où on sait qu'avec les taux de CO2, on s'endort. J'ai pas encore ces données-là, mais ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir démontrer des effets. Il y a aussi la ville de Coupvray, à côté de Disneyland, qui demande aux promoteurs immobiliers de tout faire en passif labellisé. Dans le Grand Est, il existe l'appel à projet Climaction et FEDER qui subventionne en partie avec des fonds européens l'obtention du label bâtiment passif, que ce soit en neuf ou en rénové. Et il y a le PLUI de Rennes qui demande aux aménageurs l'obtention du label passif. Et je crois que c'est pour les bureaux, si je ne me trompe pas. Je voulais vous présenter aussi quelques labellisations qui sont en cours. Là, on a un collège dans le 94, un collège neuf de près de 5000 m² qui a été réceptionné l'année dernière. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments d'enseignement qui sortent de terre ces dernières années. Alors cette école-là, je trouvais ça amusant de vous le montrer. Le projet est en phase pro, donc le chantier n'a pas commencé. C'est une école. Vous voyez que la forme n'est pas du tout un cube, et pas du tout compact. Et malgré ça, on va chercher le label Enerfit, donc bâtiment passif rénové. Et on est capable, donc cette école est située à Saint-Étienne, on est capable de rénover en passif un bâtiment qui a cette tête-là, qui ne va pas changer de forme. J'aime bien montrer les exemples qui c'est pas idéal et c'est quand même possible. Encore une étude pro en cours. Alors ça, c'est un des bâtiments neufs dans le 59, donc vers Lille et pas en Bretagne comme j'ai dit avant. Donc 10 500 m² de bureaux. Évidemment, plus le bâtiment est grand, plus il est compact et plus ça peut être simple de faire du bâtiment passif. Là, vous avez la maquette 3D qui montre le bâtiment. L'étude pro est en cours et il va chercher le label passif neuf. Il se trouve que demain, on organise un webinaire que je vais avoir le plaisir de modérer sur le sujet de prendre soin de l'existant et concilier la très haute performance énergétique et le bâtiment ancien. Donc si ça vous intéresse, les webinaires qu'on fait sont toujours gratuits. C'est demain à 18 h. Vous avez toutes les infos sur notre site, sur la page actualité. Je voulais vous inviter puisque vous êtes là, donc peut-être que ça peut vous intéresser. C'est de 18 h à 19 h. Voilà. Et je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je vous la remets, il n'y a pas de souci. Attendez. C'est bon, je laisse ça. Mais tout est sur notre site. Et du coup, je suis à votre disposition pour des questions. On a encore un petit quart d'heure. Allez-y. Si vous voulez bien utiliser le micro, comme ça, c'est enregistré. Vu que l'investissement est plus grand pour faire un bâtiment passif, ça dépend des cas, hein. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que souvent c'est le cas.
dans les cas où l'investissement Oui. est plus grand pour faire un bâtiment passif, Oui. ça veut dire que l'empreinte carbone du bâtiment est plus grande. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui vont comparer un cycle de vie, un bâtiment Aéro 2020 ou s'il avait été en bâtiment passif, et à partir de quel moment on fait la bascule de il est plus rentable? Dans mes souvenirs, on a déjà fait des webinaires là-dessus. Ok. Je suis pas sûr. En fait, non, tous les replays, on a fait plus de 30 webinaires et tous les replays sont sur notre site. Il y en a certains qui sont accessibles à tout le monde, d'autres qui sont accessibles uniquement à nos membres. Je sais plus si celui-ci est dans un cas ou dans l'autre, mais je saurais pas vous dire. Je pense que ça dépend de chaque bâtiment. Et évidemment qu'il faut faire une ACV et ça dépend de si on fait une ACV dynamique ou je ne suis pas expert du tout en ACV, donc je sais ce qui existe, mais je saurais pas forcément débattre là-dessus. En tout cas, oui, on sait faire des ACV. Effectivement, par exemple, on sait que le triple vitrage ça pèse plus lourd que le double vitrage, pas seulement en poids, mais aussi en poids carbone. Donc tout ça se calcule évidemment. Ok. Du coup, à voir sur le site s'il y a Oui, à voir sur le site. Je sais qu'on a fait un webinaire là-dessus. Moi, je sais pas vraiment répondre à cette question. Je sais que ça dépend des. Ça dépend des. Pour moi, ça dépend de chaque bâtiment. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez revenir sur des sujets que j'ai traités ou poser une question rien à voir? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des échanges avec les institutions ou qui décident de nos normes, parce que moi je viens des collectivités territoriales, oui. Et on a donc toute une chaîne de réglementation qui est arrivée, notamment vous avez parlé tout à l'heure sur le CO2 dans les salles de classe, oui. Sur le décret tertiaire. Oui, et approchez-le, collez-le au menton, c'est mieux. Et ce qu'on imagine, c'est qu'on est en train de faire des saucissonnages de travaux dans les bâtiments publics, oui. et le résultat, on se dit on n'arrivera jamais à ça, par exemple, on s'en approchera pas, et c'est un peu de bricolage. Je vois par exemple dans les collectivités où j'ai travaillé, ils ont fait faire une étude globale sur l'ensemble des groupes scolaires, oui. Qui n'étaient pas neufs, dans certains très donc, vieux, qui étaient à rénover. Voilà, du coup. Et oui. quasiment, il suffisait qu'ils mettent des pompes chaleur partout, et ils atteignaient le décret tertiaire sans problème. Okay. Les subventions tombaient et on n'aura rien de rénové, on n'aura pas amélioré le confort des élèves. Alors ça dépend quel niveau de décret tertiaire, parce que moi j'ai cru comprendre que le label passif peut répondre au décret tertiaire du niveau 2030. Ah oui, d'accord. C'est pas le niveau actuel, mais... Ouais. Est-ce qu'il y a des échanges avec nos autorités qui pondent toutes ces normes? Parce que ce serait quand même l'idéal qu'on pousse tout le monde à aller vers ça. Alors je suis bien d'accord que c'est l'idéal qu'on pousse ça. Nous, il y aurait intérêt. On essaye de le faire à notre hauteur. Pour nous, on est une petite association de 5 salariés. Du coup, on n'a pas vraiment d'échange avec aujourd'hui, en tout cas avec ceux qui font les normes. On aimerait bien. Eux, ils savent qu'on existe. Ils savent que ça existe, mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc, par rapport aux normes, malheureusement, j'aimerais bien que ça change, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Je sais que c'est possible puisqu'il y a certaines collectivités territoriales que je vous ai montré avant justement, oui. Le conseil départemental du Val-de-Marne et d'autres, je crois que dans le 91 aussi ils le font. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais en tout cas aujourd'hui ça dépend d'une volonté politique qui est locale. Mais même au niveau des écoles d'architecture, quand même, on est loin de ça pour certains. Hein. Parce que moi j'ai des projets qui datent de 2022 à peu près sur un groupe scolaire entier. Eh bien, on privilégie la ventilation naturelle pour plein d'idées, et on sait pas, moi je sais pas comment on va maîtriser dans une école de 15 classes, comment on va maîtriser la ventilation naturelle laissée à la disposition d'un instituteur. Après on peut toujours mettre des détecteurs de CO2 dans les salles de classe, c'est pour faire de la pédagogie. Après moi la ventilation naturelle, j'y crois moyennement parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Ça, moi je suis prêt à débattre sur ce sujet. Il part du principe que ça ressemblerait un peu à des bâtiments tropicaux où l'air chaud ventile le bâtiment. Je veux bien, mais on vit pas sous les tropiques en France hexagonale, hein, donc la comparaison est un peu... Parce que rien que sur l'histoire du CO2 quand même, dès qu'on a mis les sondes dans les salles de classe, on a vu des choses aberrantes. Hein. En 10 minutes quasiment le CO2 il faut rouvrir. C'est pas aberrant s'il n'y a pas de ventilation. S'il n'y a pas de ventilation mécanique, vous mettez 30 élèves dans une classe fermée, c'est logique qu'au bout de 10 minutes il n'y a quasiment pas de ventilation mécanique dans les écoles. Mais je sais bien. Parce que la théorie des écoles ça a été de ne pas en mettre pour privilégier la ventilation naturelle par ouverture des sauf fenêtres. Que quand il fait froid, ça marche l'été. Ça marche l'été, hein, mais l'hiver quand il fait 0 dehors, vous n'avez pas envie d'ouvrir.
Mais voilà, moi je vous ai montré des exemples de rénovation. Il existe des collèges qui sont rénovés et des écoles il y en a beaucoup, notamment à Strasbourg, à Saint-Étienne, en région parisienne, qui sont rénovés en passif. Ça marche, mais effectivement aujourd'hui, vous avez raison, ça vient d'une volonté locale. Il n'y a pas de quelque chose de global au niveau national, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, ce serait de savoir si, quand on est passif, est-ce que obligatoirement on respecte la RE 2020 ou est-ce qu'on peut être en contradiction? Alors, je pense qu'il y a certains, en termes énergétiques, alors c'est sûr que vous allez consommer moins, ça va marcher. En termes de respect de la réglementation, est-ce qu'on peut avoir je vais répondre sans filet, étant donné que moi je ne pratique pas la réglementation et je la connais mal. Mais je vais quand même répondre je pense qu'il y a certains endroits où ça peut rentrer en contradiction, notamment sur le volet carbone. Si vous faites un bâtiment en béton polystyrène, le volet carbone de la réglementation ne sera pas forcément respecté. Après, nous, on ne demande... on n'interagit pas avec la réglementation. On considère que le réglementaire, c'est ce qui est obligatoire, donc évidemment que le bureau d'études qui est en charge du projet va devoir de toute manière satisfaire la réglementation. Mais je ne connais pas toutes les subtilités, je pense qu'il y a d'autres endroits où ça peut entrer en contradiction subtilement, je ne saurais pas vous dire où exactement. Attendez, alors je veux bien que si vous preniez juste le micro, s'il vous plaît. Comme ça c'est enregistré. Merci. La question elle se pose pas trop parce que l'aspect réglementaire, tu vas être obligé de le respecter. C'est obligé. Après, elle peut se poser si tu le compares à des jalons supérieurs, les jalons des seuils 2025 ou 2028 selon ton PC. Mais voilà, est-ce que le Passive House peut justifier qu'on ait seuil 2028? Et c'est deux choses différentes pour moi. Et bon, pour l'instant, comme c'est pas encore appliqué, le seuil 2028, là je peux encore moins vous dire. En tout cas, tous les bâtiments neufs qui sont soumis à réglementation, de toute manière, doivent y satisfaire. Donc, après, nous, on n'a pas forcément de recul ou d'informations sur le travail qu'a dû faire le bureau d'études et là où ça a pu frotter. Puisque moi, mon travail de certificateur de bâtiments passifs se borne à ce qui est passif. Donc, je dis que je manque un peu d'éléments. Pour répondre à cette question en détail, il faudrait un bureau d'études qui pratique les deux en même temps. Allez-y. Oui, une petite question concernant justement, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre Passive House et utiliser du béton, du polystyrène, dans le sens où on veut être plutôt vertueux avec la Passive House et vous mettez des cochonneries pour faire l'isolation? Je suis bien d'accord avec vous, ça peut sembler contradictoire. C'est un label monomaniaque qui, comme je vous l'ai présenté, n'observe que les consommations énergétiques. Mais pourquoi pas faire évoluer justement ce label? Mais je suis d'accord avec vous, vous n'êtes vraiment pas le premier à nous poser la question et vous ne serez pas le dernier, j'en suis certain. L'Institut Passive House qui a créé le label, pour l'instant, reste sur les consommations énergétiques. Moi, oui, mais ça c'est allemand. En France. Je suis d'accord, mais en fait, aujourd'hui, nous, on applique le label allemand. Le jour où, potentiellement, on créerait un label français, là, on pourrait y mettre ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je suis d'accord avec vous. Le label allemand, en tout cas, n'est pas sous notre contrôle. Moi, je trouve ça intéressant aujourd'hui que pour le neuf, en tout cas, il soit complété par le volet carbone de la RE 2020. Mais c'est vrai que pour ce qui est des rénovations, il y a rien du coup en termes de carbone. Mais je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations? Non? Ah oui, non, alors allez-y, vous pouvez le redire dans le micro, mais je vais répondre. Quel est le coût global d'une certification Passive House, c'est toujours de la conception jusqu'à la réception? La question à 1 million d'euros, c'est toujours ça. Alors on me la pose tout le temps cette question, et c'est moi qui fais les devis de certification, donc je peux vous répondre avec certitude que ça dépend de la surface du bâtiment, de sa complexité, de l'expérience de l'équipe de maîtrise d'œuvre, en théorie et en pratique, du fait qu'il y ait ou pas du process à intégrer dedans, que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment rénové. Il faut compter, pour une maison, il faut compter au moins 2 000 € hors taxe pour me labelliser pour une maison. Après, pour le reste,
le prix au mètre carré, je peux pas vous le donner parce que ça va dépendre si c'est un bâtiment de 500 mètres carrés ou de 15 000, bah, c'est pas du tout le même prix au mètre carré. Donc malheureusement, je sais que c'est toujours une question intéressante à laquelle je peux très rarement répondre. Mais si vous me donnez un exemple, par contre, on peut en parler. Si vous pouvez poser la question dans le C'est quoi micro. l'intérêt pour une maison d'être labellisée? Alors ça peut être intéressant à la revente, mais pas que à la revente, ça peut aussi être intéressant. En fait, bon, moi ça fait 8 ans que je pratique ce label et j'ai déjà été en contact avec des particuliers à qui on a vendu une maison passive non labellisée. Et en fait, ils se sont rendus compte que on leur avait un peu mis de la poudre aux yeux et que c'était pas réel. Le problème de la thermique du bâtiment, vous êtes bien blasé pour le savoir, c'est que l'énergie, la déperdition thermique ne se voit pas. On n'a pas des yeux infrarouges, on ne voit pas les ponts thermiques à l'œil nu. On ne voit pas ce qui peut être les défauts qu'il peut y avoir derrière le placo. Et encore moins quand on est particulier, le monde de la construction étant un monde de requins, il y a beaucoup d'arnaques. Non mais c'est vrai, enfin, il y a évidemment pas que ça, mais moi j'étais confronté plusieurs fois à des gens qui me disent mais on m'a vendu une maison passive et en fait elle n'est pas passive. Donc le label bâtiment passif, c'est un contrôle par un tiers neutre de la conception et de la réalisation du bâtiment. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie à 100%, mais en tout cas, ça peut aussi jouer le rôle de se prémunir contre ce genre de choses et ça peut faire en sorte que le bureau d'études thermiques ne soit pas tout puissant sur un projet, surtout quand on est un particulier. Ça peut être délicat parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Et du coup, il peut y avoir un peu d'abus des gens qui sont sachants sur ce genre de choses. C'est une labellisation à vie, du coup, c'est pas une labellisation annuelle qu'on doit renouveler. Tout à fait. À moins que vous interveniez, vous rajoutez une extension, tout ça, si vous intervenez sur le bâtiment, là, la labellisation est caduque, mais sinon, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on renouvelle. Ok, merci. Ouais. Alors allez-y, si vous pouvez le faire dans le micro, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une certification que vous attribuez après une année de consommation? Non. Ou à la réception? Non. À la réception. Et ensuite, durant le chantier, donc vous faites les phases d'études. Oui. Durant le chantier, vous intervenez constamment? Non. Alors moi j'interviens pas parce que sinon au lieu de 2000 €, ça va vous coûter 10 000 le suivi pour la maison. C'est pas. Nous, on intervient. En général, on ne va pas systématiquement sur un chantier, mais ça m'est déjà arrivé de le faire parce que je peux voir que des fois on essaye de me. Quand on me dit n'importe quoi, je vais sur le chantier, sinon en général j'y vais pas. Moi ce que j'analyse, c'est toutes les factures des matériaux et toutes les photos de chantier pour constater que ce qu'on m'a annoncé en phase pro, ça a bien été mis en œuvre sur le chantier. Parce que tout à l'heure vous avez présenté des certifications sur les maîtres d'œuvre, il n'existe pas la même chose sur les entreprises, par exemple. Alors quand je parle de maître d'œuvre, en fait la certification concepteur européen Passive House, c'est une certification personnelle, donc c'est pas pour une entreprise. Vous pouvez passer l'examen en tant que professionnel, mais c'est lié à votre nom, à vous. Donc ça peut être pour un bureau d'études thermiques, enfin ça peut être pour les employés de bureaux d'études thermiques, cabinet d'architectes ou autres, mais c'est toujours une certification personnelle, c'est pas comme RGE qui est rattaché à une entreprise. Ouais, parce que souvent c'est quand même la mise en œuvre qui pêche, quoi. Bien souvent aussi. Hein. Oui. Si vous pouvez le faire dans le micro, s'il vous plaît. Concernant le logiciel que vous utilisez? Oui, le PHPP. D'accord. Ça s'appelle Passive House Planning Package. Okay. C'est une feuille Excel d'à peu près une trentaine d'onglets que pas grand monde connaît aujourd'hui, qui est basée sur des normes européennes. Quelle est votre question? Concernant justement tout ce qui était thermique, vous passez par Pléiade, vous passez par... Alors non, pas du tout. Alors non. Non, on passe par le PHPP et c'est obligé de passer par ce logiciel-là. Ce logiciel, c'est un logiciel qui coûte au max 400 € et c'est une licence qui n'est pas annuelle. C'est une licence que tant que vous utilisez la même version, vous ne payez qu'une seule fois. Si vous souhaitez qu'on continue d'échanger, moi je peux avoir encore un petit quart d'heure, on peut se mettre dans un coin si je suis disponible. Merci pour votre attention.